Monsieur le député, la parole est à monsieur Alain Tourret pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente, la proposition de loi sur le développement de l'effacement diffus est d'abord le fruit d'un travail parlementaire de fond de la part de notre collègue Yves Jégo. Elle témoigne de son engagement pour faire avancer ce sujet important afin d'économiser l'énergie et de diminuer les émissions de CO2. Et au nom du groupe RRDP, nous tenons à l'en féliciter. L'effacement diffus, qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait à peu près. Il a fallu que je découvre ce texte, n'ayant pas la connaissance de monsieur le ministre. L'effacement diffus, c'est la possibilité d'une réduction temporaire du niveau de consommation, c'est-à-dire l'agrégation des micro-coupures, essentiellement dues au chauffage électrique et à la climatisation des particuliers et des bureaux. Donc là, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Pour donner un exemple concret, c'est l'interruption brève, au maximum de 30 minutes, mais coordonnée, de l'alimentation de radiateurs, ballons d'eau chaude sanitaire ou climatiseurs à l'intérieur des logements, en s'assurant d'un effet quasi imperceptible en termes de confort. Le but, c'est évidemment de réduire la demande totale d'une région, voire d'un pays. Et la problématique majeure de l'énergie dont découlent nos grands choix énergétiques et nos choix d'investissement peut se fixer en termes de nombreux milliards d'euros. Mais là, quand on a dit ça, on doit ensuite voir le problème complexe de celui du stockage de l'électricité. C'est d'ailleurs au centre de notre débat sur les énergies renouvelables. Photovoltaïques et éoliens sont promis à des développements importants, nous le savons, car ils utilisent une ressource naturellement gratuite et renouvelable à l'infini ou presque, puisque l'infini n'existe pas en physique. Mais à part pour la biomasse et dans une certaine mesure pour l'hydraulique, ils dépendent de facteurs dont la maîtrise est impossible. Cette fameuse intermittence, au cœur des débats houleux du vent et du soleil, reste le mot technique pour dire leur caractère plus ou moins régulier, irrégulier et imprévisible. C'est l'inconvénient majeur et l'impasse pour l'instant sans solution satisfaisante des énergies renouvelables. En attendant, cette intermittence nous impose nécessairement une limite au pourcentage d'intégration des sources renouvelables et exige une quantité d'énergie nucléaire incompressible. L'exemple de nos voisins allemands amène à réfléchir. Cela l'illustre parfaitement. En faisant le choix de fermer leurs centrales nucléaires, ils ont dû accroître la production de leurs 130 centrales à charbon et en ouvrir 10 nouvelles. Ils émettent ainsi des millions de tonnes de CO2 supplémentaires. On parle de 11 millions de tonnes complémentaires en 2013 par rapport à 2012. Ça serait intéressant que les Verts soient là pour qu'ils écoutent ça, mais maintenant qu'ils sont écolos, peut-être que ça ne les intéresse plus. Peut-être. Les meilleurs experts travaillent pour envisager des méthodes pour compenser les défauts de cette intermittence. Peut-on le faire par l'hydrogène, par des batteries, par des interconnexions à grande échelle, par des réseaux électriques intelligents? Nous avançons tous les jours, mais pas suffisamment pour résoudre ce problème à une grande échelle. Ainsi, le réseau électrique doit en permanence être en équilibre entre l'offre, c'est-à-dire l'électricité injectée sur le réseau par les producteurs, et la demande, c'est-à-dire l'électricité prélevée par les consommateurs. Dans les moments où la consommation dépasse la production, RTE, qui est notre opérateur gestionnaire de transport de l'électricité responsable de la planification et de l'équilibre, peut demander à certains producteurs d'augmenter leur production en activant par exemple des centrales de pointe comme le gaz ou le fioul ou des centrales qui émanent beaucoup de CO2. L'effacement est au cours de cet enjeu et il permettrait de limiter ce recours à l'émission de CO2 en faisant baisser le niveau de consommation, en commandant un opérateur d'effacement à la coupure immédiate et coordonnée de multiples postes de consommation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou industriel. Depuis de nombreuses années, cette solution est mise en lumière pour optimiser la gestion de la pointe de l'électricité, souvent dans les soirées glaciales de l'hiver, et en particulier dans nos montagnes. L'effacement présente aussi l'avantage de permettre aux consommateurs de réaliser des économies d'électricité de l'ordre de 6 à 15 %, selon les différentes études des différents acteurs impliqués sur ce sujet. Et notre rapporteur a évalué, je crois, à 200 millions d'euros par an l'économie potentielle totale. Toute la question réside dans la maximisation de ces économies et bien évidemment dans la gestion des effets distributifs de ces montants. Comment répartir équitablement les économies réalisées entre les consommateurs, les opérateurs d'effacement, les producteurs d'électricité et les opérateurs gestionnaires du réseau? Chacun doit recevoir ce qu'il mérite.
Les députés du groupe RRDP tiennent à une redistribution favorable d'abord aux consommateurs, et en particulier les plus défavorisés, habitant dans des territoires où la baisse des températures fait grimper la facture d'électricité. Nous avons un député, Joël Giraud, député des Alpes, qui a souvent participé à ces débats en montrant que la part de dépenses contraintes dans le budget des ménages pour chauffer un logement est un facteur d'inégalité et d'injustice sociale et qu'elle provoque une baisse significative du pouvoir d'achat. Et n'oublions pas que le chauffage électrique et le chauffage eau peut représenter de 80 à 90% de la consommation électrique d'un foyer chauffé à l'électricité. Donc, les députés du groupe RRDP sont favorables à une récompense proportionnée pour les opérateurs d'effacement innovants, des acteurs souvent situés en France. S'il n'est pas question qu'ils captent une partie déraisonnable des économies, ils doivent être encouragés et justement rémunérés à la hauteur de leur utilité sociale. Alors, notre ancien collègue Brottes s'était passionné pour cela et en 2013, il a défini pour la première fois un cadre pour les effacements explicites, les effacements permettant une valorisation de l'énergie effacée sur les marchés de l'énergie. On a ainsi posé les bases de la rémunération des fournisseurs par des opérateurs d'effacement et le principe d'un versement d'une prime aux opérateurs d'effacement. Au départ, il est vrai qu'il était prévu que cette prime soit alimentée par le CSPE, la contribution au service public de l'électricité, qui fait l'objet de tant de polémiques. Rappelons que cette contribution est un prélèvement de nature fiscale sur les consommateurs, une sorte de TVA énergie, qui a vocation à dédommager les opérateurs de certains surcoûts engendrés par les obligations qui leur sont imposées, notamment pour compenser le surcoût des énergies renouvelables. L'évolution préoccupante de cette contribution, sa hausse et son coût croissant pour les consommateurs, ne peut pas continuer indéfiniment. Et le gouvernement a mené une réforme pour la limiter. Dans cette perspective, après une large concertation des acteurs, et j'ai entendu ce qu'a dit Madame la présidente de la Commission, les débats dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique ont porté sur la détermination du mode de calcul pour le versement des opérateurs aux fournisseurs. La loi relative à la transition énergétique, promulguée en août dernier, a finalement modifié la loi Brottes, en remplaçant la prime aux opérateurs par un système d'appel d'offres rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'écologie. Cette modification optimise les effets redistributifs. Il permet une maîtrise des charges de la contribution et de piloter ainsi efficacement le déploiement en volume de cette filière prometteuse. Dans le même temps, elle clarifie le rôle des gestionnaires de réseau dans la mise en œuvre. Assurant ainsi la mise en œuvre technique des effacements, RTE doit rester neutre et ne peut pas légitimement exercer d'activité d'opérateur d'effacement. Enfin, la loi transition énergétique définit deux régimes non cumulables, un régime général pour la rémunération des opérateurs via le système d'appel d'offres et un régime dérogatoire pour les cas où l'économie d'énergie significative pour répartir le paiement fait aux fournisseurs entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire de réseau. Le règlement des écarts encadre la couverture des coûts de RTE par la communauté des fournisseurs. Un subtil équilibre optimal consensuel a ainsi été trouvé après de multiples concertations. La présente proposition de loi voudrait donc le modifier en revenant sur plusieurs dispositions, et notamment sur la répartition du bénéfice. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement va lancer les premiers appels d'offres, vous le savez parfaitement, et il va ensuite évaluer leurs résultats. Quelle est votre volonté? C'est celle d'accélérer le mouvement. C'est sans doute louable, mais cela présente un risque évident, dans une affaire aussi complexe, de déséquilibrer un dispositif adopté et qui menace l'équité même du système. Le modèle que le gouvernement va nous proposer, avec le travail fait par la Commission, sera appelé à évoluer. Il pourra être ajusté en fonction des évaluations, mais il serait aventureux de le faire sans un état des lieux solide avec de nouvelles évaluations. Les études montrent la complexité du système. Je pense par exemple à la question du report, c'est-à-dire la consommation supplémentaire post-coupure. Les premières évaluations donnent des résultats très différents selon les modèles utilisés pour calculer les économies d'énergie. Dire aujourd'hui, monsieur le rapporteur, comme vous le prétendez dans votre proposition, qu'il n'y a aucun report dans tout effacement, semble hasardeux. Sans compter les incertitudes scientifiques sur les quantités d'économies d'émissions de CO2 et sur les gains pour les consommateurs. Tout cela exige à l'évidence de la prudence, des expertises, des évaluations. Notre seule boussole ne peut être qu'une boussole scientifique. Monsieur le rapporteur, vous présidez une mission d'information rassemblant des députés de tous les groupes qui vient de commencer un travail de fond. J'ai écouté ce que vient de dire la présidente de la Commission. Je ne doute pas à partir de ce moment-là, alors même que vous en êtes le président,
ce qui montre une volonté d'ouverture, naturellement, de la part de la Commission et de sa présidente, je ne doute pas de la fécondité de votre implication personnelle tout au long des travaux de cette commission. Dans ces conditions, si nous pouvons partager votre enthousiasme, nous sommes en revanche beaucoup plus réservés quant à l'utilité de votre proposition de loi. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas nous y associer. En revanche, je tiens à le rappeler, je pense que le débat doit continuer jusqu'au fond et qu'il serait inutile de l'interrompre rapidement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur